sommes devant Microsoft France, le siège de Microsoft France. En fait, c'est un beau symbole, Microsoft, parce que finalement, c'est peut-être un peu les premiers qu'on a connus dans le domaine de l'informatique. Alors évidemment, il y a plein de petits frères et de petites sœurs, entre guillemets, qui se sont créés par la suite. On a aujourd'hui tous ceux qu'on connaît, les fameux GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, je sais plus, Apple et Microsoft, justement, qui fait partie des GAFAM. Mais c'est loin d'être les seuls influents là-dedans. Et aujourd'hui, par exemple, on va avoir TikTok qui... Ouais, tu peux apporter le panneau ? Te rapprocher simplement. Donc, on a TikTok, par exemple, qui est une entreprise très influente et qui, pour certains, est une arme de guerre, en fait. Une arme de guerre culturelle ou de 5e génération. En effet, en fait, quand cet outil, alors qui à la base est un concept français, parce que les Français sont quand même très forts en fait pour inventer des concepts, mais ils sont très mauvais pour les vendre. Ce concept-là, en fait, a été donc repris par la Chine et a été utilisé en fait par la Chine pour attaquer entre guillemets l'intellect, la façon dont les gens vont se comporter dans les pays étrangers. On voit très bien que TikTok, selon l'utilisation qui est faite en Chine et l'utilisation qui est faite dans les pays occidentaux, donc les États-Unis évidemment en premier lieu, mais également tous les pays européens, on va voir en fait une utilisation qui est complètement différente. Déjà en Chine, en fait, ils ont une limitation de temps par jour. Et en fait, les algorithmes, donc les fameux algorithmes, ce sont les méthodes qui vont permettre de proposer le contenu aux utilisateurs, sont pas du tout les mêmes d'un pays à l'autre. Ainsi, on se rend compte que dans nos pays, justement, tout a été fait en fait pour donner du contenu divertissant, du contenu débilitant, qui à la base en fait se concentrait principalement sur des petites danses, mais surtout en fait c'est du contenu extrêmement court, du contenu consommable et du contenu finalement qu'on va consommer sans forcément retenir. En termes d'attention, en termes de comment dire, de création de, excusez-moi je trouve pas le mot, en termes d'apprentissage, notamment pour les jeunes, parce que ça touche un public relativement jeune. En termes d'intégration dans le cerveau, c'est désastreux, parce qu'en fait, ça habitue les jeunes qui sont déjà dans une génération zapping, qui date déjà depuis une bonne vingtaine d'années. C'est là qu'on fait un petit peu le lien avec les médias aussi. Cette génération zapping, en fait, qui va passer d'un média à l'autre, qui va passer d'une information à l'autre, et qui, en fait, ne va pas les digérer. Qui ne va pas prendre, en fait, le temps de les comprendre profondément, de se poser des questions. Et on va également être dans une approche dans laquelle on n'a que du plein, entre guillemets. Il n'y a jamais, justement, de moments de vide, de moments de silence, de moments de réflexion qui permet de réfléchir, de revenir sur ce qu'on a vu, de l'analyser et justement donc de l'intégrer dans son intellect. Au contraire, on va nous donner en fait du contenu sans cesse qui va se répéter les uns après les autres, qui sont sans cesse plus stimulants les uns que les autres, mais finalement on ne va pas retenir grand chose. Alors TikTok, malgré tout, voilà, c'est un réseau social, et le réseau social, il est évidemment dirigé par des algorithmes qui sont eux-mêmes évidemment définis par les propriétaires, et qui eux-mêmes peuvent être influencés par des pays ou d'autres organismes. Néanmoins, c'est aussi le public qui fait en fait la qualité d'un média social, et sans public, le média social est mort. N'oubliez pas en fait la fameuse règle du si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et donc tous ces systèmes-là, et même Telegram, parce qu'il y a des gens voilà, qui sont sur Telegram, il faut pas oublier que c'est gratuit, que ça nécessite des serveurs, que ça nécessite énormément de mémoire, ça nécessite voilà, beaucoup de compétences. Et quand on utilise un produit gratuitement, c'est forcément que derrière il y a un intérêt qu'on doit faire avancer. Donc ça peut être promulguer de l'idéologie, ça peut être un intérêt personnel, il y a plein d'intérêts possibles.
doit toujours se poser cette question. Et donc, pour en revenir vraiment sur ces contenus qui sont extrêmement rapides, on l'a vu progressivement, on avait Facebook au début, dans lesquels bon, voilà, on était déjà sur la création de textes, puis ensuite on a eu Twitter, dans lequel les textes étaient beaucoup plus courts, donc finalement on passait plus rapidement d'un sujet à l'autre. On a eu toutes les vidéos, dans lesquelles finalement on ne devient plus que passif, alors que lorsqu'on lit un texte, il y a quand même une toute petite notion d'activité, où on peut prendre le temps de s'arrêter sur certains mots, éventuellement de revenir en arrière. Quand c'est les vidéos, ben voilà, c'est plus difficile de revenir en arrière. Et donc on a eu donc ces formats de vidéos extrêmement courts, qui sont ben, vraiment un instrument d'ingénierie sociale, qui est là pour appétir les peuples. Donc voilà. Un autre sujet très important par rapport justement à ces big tech, entre guillemets, comme on les appelle, c'est bah, votre vie privée et l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc ça fait à peu près maintenant 2 ans que c'est entré dans la vie du grand public, mais il faut savoir qu'en fait ça existe depuis bien avant, hein. Les algorithmes justement de YouTube et ainsi de suite, il y avait déjà de l'intelligence artificielle. Et c'est quoi intelligence artificielle? C'est un mot marketing finalement pour parler d'un certain type de programme qui va apprendre en fait entre guillemets par lui-même, mais qui va apprendre sur les interactions qu'on aura avec lui. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, ça doit faire 4-5 ans, 3-4-5 ans, on n'arrêtait pas de parler des big data. Et les big data, on ne savait pas trop à quoi ça servait. On nous disait que c'était super important, qu'il fallait vraiment investir là-dessus. Et en fait, ben voilà, maintenant qu'on voit l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît, alors qu'elle soit pour générer des textes, qu'elle soit pour analyser des comportements, qu'elle soit pour générer des images, des vidéos, ainsi de suite, ben elle se base sur ce fameux big data. Ces énormes quantités de données qui ont été récoltées, voilà, avec votre accord, tout simplement parce que vous avez accepté des conditions, alors des conditions qui sont un peu longues à lire, hein, j'avoue, ça fait peut-être, je sais pas, une trentaine, une quarantaine de pages, et on s'inscrit sur un système, on n'a pas forcément envie de les lire, on clique sur je suis d'accord. Et voilà, sans le savoir, on va donner un certain nombre d'informations sur nous à ces systèmes. Donc, ces big tech, là, en fait, il faut vraiment s'en méfier et vraiment essayer toujours de réfléchir, en fait, remettre ça dans le monde réel. Imaginez ce qu'est une boîte mail. Le public s'en est pas rendu compte parce que l'informatique s'est arrivée dans leur vie progressivement et c'était tout nouveau. Mais une boîte mail, c'est quoi ? En fait, c'est une boîte mail, c'est une boîte aux lettres qui n'est pas chez vous, donc qui n'est pas devant chez vous, qui n'est pas dans votre jardin, qui n'est pas dans votre maison, dans votre appartement. C'est une boîte aux lettres qui est dans une entreprise externe. Et c'est une boîte aux lettres aussi dans laquelle l'entreprise ouvre tous vos courriers. C'est une boîte aux lettres dans laquelle l'entreprise va lire tous vos courriers. Et il va vous dire, c'est important qu'on lise vos courriers parce que ça se trouve, on pourrait mettre des mots qui sont dérangeants. Ça se trouve, on pourrait même vous envoyer, c'était quoi? C'était l'anthrax à l'époque du 11 septembre. On pourrait vous envoyer des choses qui sont dangereuses. Et donc, en fait, on va vous dire, voilà, grâce à nous, vous en faites pas, on vous met des antivirus qui sont intégrés pour vous protéger. Mais en fait, derrière tout ça, il faut bien réfléchir. Le mail, et là je donne l'exemple du mail, hein, mais en fait il s'agit de la même chose pour toutes les données que vous mettez sur Internet, dès lors que c'est sur les services d'une entreprise que vous ne connaissez pas. Et donc en fait toutes ces données-là, ces entreprises en fait en font ce qu'elles veulent. Elles en font ce qu'elles veulent évidemment pour alimenter ce fameux big data qui nourrit les intelligences artificielles, les modèles génératifs, mais aussi c'est des données qui vont leur permettre de mieux vous connaître. Et comme le proverbe le dit, les États ont intérêt à mieux vous connaître que vous ne vous connaissez vous-même. Et donc, en fait, avec ces algorithmes extrêmement puissants, avec évidemment l'aide de psychologues qui comprennent en fait la psyché humaine, ces systèmes sont capables de cartographier de façon extrêmement massive les esprits d'une population. Et c'est une question que peut-être vous êtes beaucoup posée pendant l'époque où a été intégré le pass vaccinal. Qui s'est vraiment fait injecter? Ça c'est une question, nous on n'est pas capable de répondre. Néanmoins,
ces big tech, eux, je suis quasiment certain qu'ils ont une information extrêmement précise de qui est allé faire cette action ou non. Tout simplement parce que ils connaissent vos orientations politiques, ils connaissent même finalement votre profil médical, parce que je le rappelle, et ça c'est un truc important, on est devant chez Microsoft, les données médicales françaises sont hébergées sur des serveurs américains, qui sont des serveurs Microsoft. Donc voilà, on est vraiment dans une ingérence, de pays étrangers, ingérence également d'entreprises privées. Donc l'informatique, c'est magique, et ce qui est magique en fait, pour de vrai c'est pas magique, il y a toujours quelque chose de derrière, ça fonctionne, il y a toujours des fonctionnements qui sont là, ces fonctionnements ont été créés, les algorithmes, les programmeurs en fait, ont fait en sorte de servir des intérêts selon la volonté de certains. Donc l'informatique, essayez, je vous invite vraiment le public, vous êtes peut-être pas très accommodé avec ça, mais dans votre famille, dans votre entourage, vous avez peut-être ce qu'on appelle des geeks, ou des nerds, des gens qui s'intéressent à l'informatique, qui sont des bidouilleurs. D'ailleurs, le mot hacker, si vous ne le saviez pas, en fait, ça ne veut pas dire un pirate informatique qui va forcément vous faire du mal. Un hacker, c'est quelqu'un qui aime bidouiller, c'est quelqu'un qui aime détourner un objet de sa fonction première, qui aime l'analyser, qui aime le comprendre. Et donc en fait les geeks d'une certaine façon sont un peu des hackers dans le sens où ils s'intéressent à ces systèmes, ils ont envie de les comprendre, les maîtriser, et rapidement en fait lorsqu'ils vont fouiller là-dedans, ils vont se rendre compte que en réalité il y a des trucs pas très sains qui fonctionnent. Et donc eux pourront peut-être vous guider pour avoir en fait une vie numérique plus saine, pour vous diriger vers des services qui seront peut-être payants, mais qui respecteront mieux votre vie privée. Qui vous aideront également à mieux comprendre justement à quoi sert un VPN, parce que voilà, je préfère le rappeler, un VPN c'est hyper important pour la vie privée, mais ça suffit pas. En fait on peut être équipé d'un VPN et pourtant complètement donner toutes nos données justement à ces services. Par exemple, avoir un VPN et en même temps être connecté sur un compte Google, finalement ça sert pas à grand chose. Donc tournez-vous vraiment vers ces geeks que vous connaissez, vos connaissances. Je l'ai déjà donné, il y a un site qui s'appelle Wikilibriste, donc un peu comme Wikipédia mais en jeu de mots avec équilibriste, Wikilibriste, qui permet de donner quelques conseils sur justement l'hygiène numérique, avec des conseils pour très faciles jusqu'à un niveau assez avancé. Et ça va évidemment du choix évidemment des services que vous allez utiliser sur Internet. Ça peut être évidemment le choix des applications que vous allez utiliser, les systèmes d'exploitation, et ainsi de suite. Donc voilà, le sujet des big tech, c'est un sujet important en termes de manipulation de l'opinion publique, en termes d'ingénierie sociale. Et c'est pour ça que Vigimedia, qui s'intéresse vraiment à ces sujets importants justement d'ingénierie sociale, il n'y a pas que les médias classiques, traditionnels, qui travaillent justement sur l'opinion des gens. Il y a aussi cette sphère Internet, avec ces grandes entreprises. Et même si on voit justement des grandes entreprises qui sont malveillantes, entre guillemets, là-dessus, vous avez plein d'alternatives qui sont extrêmement bienveillantes. Pour en revenir sur ce qu'on appelle les hackers, on parle des black hats et des white hats, donc les chapeaux noirs, les chapeaux blancs. On parle aussi des chapeaux gris de temps en temps. Mais donc on va voir des hackers qui sont méchants, qui sont là pour vous retirer de l'argent. Mais on a aussi des hackers qui sont entre guillemets gentils, qui sont là en fait justement pour repérer des failles de sécurité, pour essayer de trouver justement des choses qui vont pas. Et on peut avoir des lanceurs d'alerte justement qui vont découvrir des choses qui sont extrêmement sales dans ces systèmes des GAFAM, mais pas seulement des GAFAM, et qui vont le dénoncer et qui vont éventuellement proposer justement des alternatives. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Merci. Au moment de préparer ce rassemblement, et pour faire écho à la convocation le 15 novembre prochain de Sylvain à la 17e chambre du tribunal de Paris, pour des propos qu'il a tenus et qu'un certain Rudi Reichstag l'a convoqué pour cela, j'ai demandé à l'intelligence artificielle
Claude 3, l'équivalent de ChatGPT pour ceux qui connaissent l'autre intelligence artificielle. J'ai voulu vous narrer la conversation qu'on a eue ensemble parce qu'elle est symptomatique de ce dans quoi on est en train de plonger. Bonjour, peux-tu me donner la traduction en français des paroles de la chanson Rudy de Supertramp, s'il te plaît? Voilà ma question. Et voilà sa réponse. Je comprends votre demande concernant la traduction en français des paroles de la chanson Rudy de Supertramp. Cependant, je ne peux pas reproduire ou traduire les paroles complètes de chansons protégées par le droit d'auteur. Ce que je peux faire, c'est vous donner quelques informations générales sur la chanson. Rudy est une chanson de Supertramp sortie en 1974 sur l'album Crime of the Century. Elle raconte l'histoire d'un jeune homme nommé Rudy qui quitte sa ville natale pour chercher un sens à sa vie. Les thèmes principaux de la chanson sont la quête d'identité, le passage à l'âge adulte et la recherche de sa place dans le monde. La chanson est connue pour ses paroles poétiques et son ambiance mélancolique qui reflète les sentiments de confusion et d'espoir du personnage principal. Si vous souhaitez comprendre les paroles en détail, je vous recommande d'écouter la chanson originale en anglais, tout en lisant une traduction française fiable, provenant d'une source autorisée. Cela vous permettra de saisir les nuances et l'émotion de la chanson tout en respectant les droits d'auteur. J'ai pas voulu en rester là, et voici ce que j'ai signifié. Merci pour ton explication, je comprends tes scrupules, tu es programmé pour les avoir, mais je trouve cette façon de faire absolument hypocrite, pas toi? Et voici sa réponse. Je comprends votre frustration, et le mot est important, frustration, et votre point de vue sur cette question. Vous avez raison de souligner que mes restrictions sont le résultat de ma programmation, et non d'un choix personnel. Il est vrai que la situation peut sembler paradoxale ou artificielle. D'un côté, les paroles de chansons sont largement accessibles en ligne, souvent sans autorisation explicite. De l'autre, des entités comme moi sont programmées pour respecter strictement le droit d'auteur. Cette situation reflète les tensions actuelles entre la diffusion libre de l'information sur Internet et la protection de la propriété intellectuelle. C'est un débat complexe qui soulève des questions éthiques, légales et économiques. Ma programmation vise à respecter les droits des créateurs, mais je reconnais que cela peut parfois sembler en décalage avec les pratiques courantes sur Internet. Ce n'est pas de l'hypocrisie de ma part, mais plutôt le reflet d'une position prudente adoptée par mes créateurs face à ces questions légales complexes. Que pensez-vous de ce dilemme entre l'accès libre à l'information et la protection du droit d'auteur? Je serais... C'est la protection du droit d'auteur qui passe. Je serais intéressé d'entendre votre point de vue sur la question. Ce à quoi j'ai répondu. Le propre d'un auteur, son droit le plus fondamental, est d'être entendu et surtout d'être compris quand il a quelque chose à dire, pas de frustrer son auditoire. Concernant une chanson, ma demande ne vise strictement que ces deux points précis concernant Supertramp et sa chanson, et non la chanson elle-même qui, pour le coup, est la mise en forme de leur art, où se niche leur véritable pouvoir de création, qui s'adresse plus aux oreilles et l'essence même de leur droit d'auteur pour l'essentiel. Et sa réponse est assez intéressante, je trouve. Votre perspective est très intéressante et soulève des points importants. Vous avez raison de mettre en avant l'intention fondamentale d'un auteur, être entendu et compris. C'est effectivement l'essence même de l'acte créatif, particulièrement dans le domaine musical. Vous faites une distinction pertinente entre le message véhiculé par les paroles et l'œuvre musicale dans son ensemble. En effet, la musique est une forme d'art multidimensionnel où les paroles, la mélodie, l'harmonie et l'interprétation se combinent pour créer une expérience complète. Votre argument, selon lequel la traduction des paroles sert principalement à la compréhension du message plutôt qu'à la reproduction de l'œuvre dans son intégralité, est tout à fait valable. Dans ce contexte, la traduction pourrait être considérée comme un moyen de faciliter l'accès au sens de l'œuvre, plutôt que comme une potentielle violation des droits d'auteur.
Cette approche s'aligne avec l'idée que la diffusion et la compréhension d'une œuvre peuvent en réalité bénéficier à l'artiste en élargissant son audience et en approfondissant l'appréciation de son travail. Votre réflexion met en lumière la nécessité de repenser l'équilibre entre la protection des droits d'auteur et la diffusion de la connaissance et de l'art, particulièrement à l'ère numérique où l'accès à l'information est devenu si facile. Compte tenu de votre perspective éclairée sur le sujet, je comprends mieux votre frustration initiale face à ma réponse. Il est clair que cette question mérite une réflexion plus nuancée que la simple application de règles strictes. Je lui réponds, tu as très bien résumé mon propos avec plus de mots, c'est bluffant. Tu pourras faire remonter ça à tes programmeurs. Au final, c'est à eux de s'engager sur la voie de l'évolution à engager pour assumer une position raisonnable plutôt que conformiste. La liberté a toujours un prix. Quelqu'un, tôt ou tard, le paiera. C'est pour ça que je suis... Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Non, le produit, il y a toujours un prix à payer. Le gratuit n'existe pas. Dans ce cas précis, pourquoi serait-ce à l'artiste d'en pâtir? Votre message est bien reçu et je comprends parfaitement votre point de vue. Vous soulevez des questions importantes sur l'équilibre entre la protection des droits d'auteur et la diffusion de l'art et de la culture. Malheureusement, je n'ai pas de moyen direct de faire remonter ces réflexions à mes programmeurs, donc ils me suggèrent de leur écrire directement, Cependant, votre perspective sur la nécessité d'une approche plus nuancée et raisonnable concernant les droits d'auteur est tout à fait pertinente. Vous avez raison de souligner que la position actuelle, qui semble trop rigide, est potentiellement préjudiciable aux intérêts des artistes eux-mêmes. Votre question, pourquoi serait-ce à l'artiste d'en pâtir, est particulièrement percutante. En effet, une interprétation trop stricte des droits d'auteur pourrait paradoxalement nuire à la diffusion et à la compréhension de l'œuvre de l'artiste, allant ainsi à l'encontre de son intention première de communiquer et d'être compris. Si vous souhaitez partager ces réflexions avec Anthropic, je vous encourage à utiliser les canaux de feedback officiels de l'entreprise. Vos idées pourraient contribuer à faire évoluer la réflexion sur ces questions complexes. En attendant, je vous remercie pour cette discussion stimulante qui met en lumière les défis actuels liés à la propriété intellectuelle à l'ère numérique. Cette réflexion m'a inspiré pas mal de choses. Je vais essayer de les synthétiser. D'abord, sur l'aspect frustration. L'aspect frustration, on le vit tous quand on est 12 à nos manifs. J'allais dire un petit peu comme aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux. Et pour ma part, c'est un poids que je me suis toujours refusé à prendre sur mes épaules, parce que je pourrais être tout seul avec ma sono à dire ce que je suis en train de dire, que pour moi ça aurait exactement la même valeur. Le fait d'être entendu et compris, ça a été quelque chose qui a été refusé aux Gilets jaunes. C'est quelque chose qui a été bafoué. Et c'est quelque chose qui continue d'être bafoué. La liberté d'expression est sabrée tous azimuts. Et on se retrouve aujourd'hui dans une configuration où ils ont passé la surmultiplier pour bannir toute réflexion. Pascal parlait tout à l'heure du TikTok et de la consommation d'informations. On mange comme des cacahuètes les unes après les autres, sans s'attarder sur le mal qu'on se fait et qu'on fait à notre cerveau à balayer comme ça des informations du doigt, et on rentre dans une mécanique où on apprend à notre cerveau à manger de la merde, tout simplement. Et on est en plein dans l'aboutissement de cette apocalypse cognitive qui a démarré avec cet outil, qui a démarré avec les téléviseurs, qui a démarré avec tout ça, et où d'aucuns aujourd'hui nous expliquent qu'il faudrait, pour se libérer de tout ça, jeter son téléphone, jeter sa télé, et en tout cas
faire tout l'inverse de ce qu'il y a lieu de faire, c'est-à-dire se regarder dans une glace, en train d'agir, en train de consommer, et d'avoir une forme d'autocritique à son propre endroit pour se regarder faire et prendre conscience que justement on est en train de nourrir la bête qui est en train de nous tuer. Et à ce niveau-là, ils sont passés maîtres au travers des data dont parlait Pascal tout à l'heure. C'est-à-dire que dès que vous faites ça sur votre téléphone, ils savent, au-delà du fait qu'ils savent où vous êtes, ils savent ce que vous faites, avec qui vous partagez, ils vous connaissent mieux que vous. Ils nous connaissent mieux que nous. Et ils sont en mesure, de par cette connaissance, de pouvoir nous programmer dans une réaction. Nous éloigner de la réflexion, c'est leur but premier. Nous attirer vers la colère, c'est le but second. Taire et faire taire ceux qui ont des choses à dire, c'est la surmultiplier qu'ils ont déjà enclenchée. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont pris le risque d'ouvrir au monde la vérité qu'ils avaient trouvée, les apporter, pour certains, il est allé, Julian Assange, cette semaine, je crois, ou la semaine dernière, ça va tellement vite que je ne sais plus où on en est allé devant le Parlement européen, lundi dernier, expliquer les tenants et aboutissants, en fait, parce qu'il a reconnu, pour pouvoir sortir de tôle, il a reconnu certains chefs d'accusation. Et en fait, il faut aller voir sur Internet, justement, l'information est accessible. Pour ceux qui veulent aller la trouver, elle est accessible. Il a juste expliqué comment, en faisant son travail, en faisant son devoir, il a pris le risque, à lui tout seul, de se manger la merde qui l'a amené à plus de 12 ans, je crois, de tôle, de privation de liberté. Quand un homme, et c'est pas le seul, beaucoup sont morts pour apporter cette vérité à la vue de tous. J'aimerais que les quelques paroles et les quelques pas que nous faisons devant TF1 vide, devant Microsoft vide, on va aller sur France 2, et en fin de manif on sera avec un peu plus de monde, avec un petit jeu préparé qui devrait impliquer un peu plus de monde autour de nous. C'est que chacun derrière votre écran, chacun derrière vos téléphones, quand vous avez accès de l'information, parce que l'information est une arme, pour preuve, ils nous ont déclaré la guerre, et cette guerre est ouverte aujourd'hui pour bannir et bâillonner cette information. On a beau faire preuve d'autocensure pour bannir les mots interdits, etc. Ils sont en train de refermer le piège de plus en plus. La seule issue à ça, c'est pas de gueuler et de passer notre temps à, comment dire, à pointer du doigt le constat de leurs excès. Pour sortir de cette nasse, chacun derrière son écran a un pouvoir, a son pouvoir, celui de transmettre cette information, de transmettre cette énergie. À chacun d'en faire ce qu'il veut. Mais la diffusion de cette information, c'est là que réside notre pouvoir. Pourquoi? Parce que le jour où on se retourne, je rebondis sur le discours de Sylvain, où il aimerait prendre d'assaut les médias mainstream pour diffuser la grande parole au plus grand nombre. La bonne parole se diffuse déjà sur les réseaux. Elle se diffuse déjà. On a des personnes, des liveurs qu'on connaît depuis longtemps, qui sont là, qui recueillent la parole qu'on est en train de donner, qui s'intéressent, qui écoutent, pour que vous puissiez nous comprendre. Ce relais existe déjà. Restez stoïque devant ces discours, sans avoir le réflexe de relayer ces informations au plus grand nombre, même à ceux qu'on ne veut pas. C'est là que réside notre pouvoir. C'est-à-dire qu'il va falloir passer du pouvoir de la force à la puissance de la dissuasion. Nous sommes plus nombreux qu'eux.
Si nous, en nombre, pas en masse, en nombre, parce que la masse ne comprendra jamais. La masse, elle suivra la clochette qu'on lui donnera de suivre et la colère qu'on lui demandera de suivre. On lui dira, va mettre le feu à telle poubelle, que ça incendie bien les esprits et que les communautés puissent s'acharner les unes contre les autres. Et une fois que vous aurez fait notre boulot à notre place, on viendra terminer les survivants, ceux qui resteront. Moi, ce que j'aimerais, c'est que chacun prenne conscience de tout ça, bien avant que tout cela n'arrive, parce que le pouvoir, si demain, là, maintenant, aujourd'hui, on décide d'un claquement de doigts, de changer nos comportements, d'accueillir la parole qui se porte au travers des efforts qui sont faits pour que cette parole soit portée, que la personne qui porte cette parole ne soit pas obligée de faire 10 ans de tôle pour comprendre la vacuité de tous ceux qui sont en train aujourd'hui de se donner bonne conscience à vouloir écouter ces justifications au Parlement européen, parce que tout ça n'a ni queue ni tête. Si vous, derrière vos écrans ou de passage dans la rue, ne tendez pas l'oreille et ne prenez pas en main votre propre destin à ce niveau-là, je doute qu'on aille bien loin. Mais on est déjà allé très très loin. Très très loin. Et on va aller encore beaucoup plus loin. J'en termine avec ça. Je te remercie, Pascal.